Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau webinaire du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat sous le thème « Passer de la performance à l'excellence ». Donc, une autre édition qui est possible et toujours avec la précieuse collaboration des deux entreprises qui m'accompagnent dans ce défi, dans ce challenge de 14 jours. Et je mentionne à toutes les rencontres Bronco Marketing, GB Studio qui font un travail vraiment incroyable, exceptionnel, qui permettent ces diffusions de webinaires et de vous partager avec la présence de nos conférenciers invités, des sujets, des thèmes, des idées, des stratégies qui sont bénéfiques pour vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de reprenariat, donc relever les défis du reprenariat. Notre invité, Pierre Graff. Pierre, qui est président du Réseau des jeunes chambres de commerce du Québec et qui est également blogueur invité pour le Journal des affaires. Et dans son intervention aujourd'hui, Pierre va nous partager des statistiques, va nous partager des informations, va nous partager également des questionnements sur l'importance du transfert d'entreprises au Québec et des impacts sur l'économie québécoise. Donc, il y a un nombre record actuellement d'entreprises qui sont dans un processus de transfert annoncé et peut-être certains, ce n'est pas annoncé, mais ça s'en vient quand même. Donc, ce qu'on va voir avec Pierre aujourd'hui, c'est d'explorer les enjeux, les impacts économiques, les statistiques sur le reprenariat et des stratégies pour agir et préparer l'avenir économique du Québec. Préparez-vous à vivre une belle expérience et enrichissante expérience avec Pierre Graff. Et sans plus tarder, je passe la parole à Pierre. Pierre, bonjour et bienvenue. Salut François, ravi d'être présent une nouvelle fois à travers cette collaboration pour le sommet virtuel. Donc, comme tu l'as mentionné, donc on va attaquer rondement avec ce que fait le regroupement et pourquoi en fait je suis venu parler de reprenariat aujourd'hui. Pour ce qui est du regroupement, en gros, j'ai la chance de représenter les intérêts, de porter la voix d'une quarantaine de jeunes chambres de commerce à travers le Québec, donc dans les 16 régions administratives. Vous voyez d'ailleurs une différence. On compte également des membres qui sont des ailes jeunesse, c'est-à-dire des branches en fait de chambres de commerce. Et pourquoi le reprenariat? Tout simplement parce qu'il y a 3 années, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des enjeux. On voyait poindre à l'horizon des enjeux, notamment au niveau de la relève. On parlait de manque de relève, on parlait de certains cédants qui ne voulaient pas dire qu'ils étaient sur le point de céder. Et on voyait éventuellement qu'il y aurait de plus en plus de fermetures d'entreprises. Donc, on s'est intéressé à cela. On a initié le mouvement reprenariat qui se voulait à la fois un moyen de sensibiliser, d'outiller et peut-être même de mailler des jeunes professionnels avec des cédants potentiels. Ça nous a amené à travers une tournée dans le Québec avec, on a touché près de 1500 personnes, je dirais, à travers des tournées, à travers des webinaires, des séances vraiment pour outiller, comme je dis, les jeunes professionnels, les jeunes entrepreneurs en devenir, et aussi créer des vocations, parce qu'on manque cruellement de reprises. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on parle de reprenariat, définition, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, volonté commune pour un ou plusieurs repreneurs et un cédant ou plusieurs cédants d'assurer la pérennité d'une entreprise. On vise ici les PME, parce qu'évidemment, les très grandes entreprises, celles cotées en bourse, la responsabilité n'est pas liée nécessairement à l'actionnariat majoritaire. Donc, et au Québec, on sait qu'on a une économie de PME. Pour rappel, quand même, on a 60% d'entreprises au Québec qui ont 4 employés et moins. On a 17% qui ont moins de 10 employés, donc entre 5 et 10 employés. Et les entreprises qui ont plus que 10 employés, c'est seulement 20% au Québec. Et les grandes entreprises, donc celles au-dessus de 500, c'est seulement 1%. Donc, vous voyez qu'évidemment, avec la répartition du tissu économique et de la taille des entreprises, forcément, ça veut dire que 99% des entreprises, il y en a à peu près 225 000 au Québec, il peut y avoir une situation qui demande un cas de reprenariat. Et donc, on parle de transfert de pouvoir, de leadership,
des savoirs et de la propriété. Pourcentage assez intéressant. Donc maintenant, j'ai parlé de 225 000 entreprises. Au cours des 10 prochaines années, je serais curieux de voir d'ailleurs dans le chat si les quelques personnes qui sont avec nous savent c'est quoi le pourcentage. Ça vient de la FCEI. C'est 76% donc au Canada des entreprises qu'il va falloir transférer dans les 10 prochaines années. Donc vous voyez que c'est massif. C'est évidemment lié à la démographie qui est très vieillissante. Donc on a vraiment la génération ce qu'on appelle les boomers qui sont sur le point de passer le flambeau, ce qui fait qu'on a un nombre record à transférer. Je parlais des boomers, évidemment aussi, c'est lié à la proportion de personnes qui ont plus que 50 ans. Et si on regarde juste au Québec, ça c'est le CETEC qui a donné ces chiffres-là en 2023, on a appris que plus de 50% des entrepreneurs avaient plus de 50 ans. Donc forcément, vous voyez que ça va créer un enjeu générationnel. Maintenant, si on va sur un autre problème qu'on a actuellement, c'est que seulement 4 entreprises sur 10 ont identifié une relève. C'est-à-dire que malheureusement, dans 60% des cas, s'il y a des personnes qui sont sur le point de céder, elles n'ont aucune idée de ce qui peut se passer. Puis dans ce temps-là, ça crée divers problèmes qui viennent s'ajouter à ce problème-là aussi. Premièrement, ça veut dire qu'on va certainement essayer de transférer un peu à la va-vite une entreprise. Or, il a été démontré que pour qu'un transfert vraiment puisse maximiser ses chances de réussite dans le temps, d'être périn, ça prenait un transfert sur 3 à 7 ans. Donc, pour qu'il y ait vraiment un transfert graduel de la responsabilité, des relations avec les fournisseurs, avec les clients, avec les employés, donc qui est extrêmement important. Ça va aussi faire qu'on a certaines entreprises, surtout pour celles qui sont de taille moyenne, qui peuvent devenir des cibles, faute de reprise, pour des intérêts étrangers. Et ça, dans ce temps-là, ça veut dire que non seulement on risque de perdre des emplois parce que lorsqu'il y a une fusion, généralement, il va y avoir une cure minceur qui va être opérée par les investisseurs étrangers, souvent américains, notamment dans l'administration. Et ensuite, ça veut dire qu'aussi les profits maintenant vont quitter le Québec. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'économie du Québec qui malheureusement ne sera pas réinvestie dans nos entreprises ou dans notre consommation locale. Autre problème qui peut évidemment poindre, c'est malheureusement les fermetures. Certains chiffres avancés faisaient état d'ailleurs de près de 1000 entreprises qui pourraient fermer par année en raison du fort volume d'entreprises à transférer et donc au manque de relève et le manque de relève identifié. Autre chose qui est assez intéressant, et vous allez voir à quel point on a un phénomène qui est une vague qui est arrivée graduellement, puis là, maintenant, il y a le gros de la vague qui s'en vient, c'est que entre 2015 et 2021, on avait seulement 52 000 transferts d'entreprises qui ont été réalisés. Vous faites un peu une moyenne, là, on est donc en dessous de 10 000 entreprises par an. Ça, c'est un chiffre qui est non seulement plus d'actualité, parce que cette année, on avait près de 15 000 entreprises l'année passée qui ont été transférées, mais on s'en va sur une moyenne de plus de 20 000 entreprises par an dans les années à venir. Donc, vous voyez que déjà, avec les éléments que j'ai cités juste avant, notamment le nombre de personnes identifiées comme relève, les problèmes de fermeture, les problèmes d'acquisition par des intérêts étrangers, ça va être d'autant plus d'entreprises qui vont être à risque de ce côté-là. Et ça vient des chiffres donc de l'ORTEC, donc l'Observatoire du transfert d'entreprise du Québec, qui fait vraiment un travail remarquable. Au Québec, pour information, on avait assez peu de statistiques depuis 2017 et vraiment depuis 2023, depuis 2024, grâce à l'ORTEC, grâce à la FCEI, donc la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on a de plus en plus, je vous dirais, d'éléments, donc de statistiques pour mieux comprendre les dynamiques au niveau du transfert d'entreprise du Québec, ce qui permettra aussi donc aux politiques publiques notamment de se réajuster pour se parer justement à des problèmes au niveau de notre économie. Fait intéressant, puis je voulais le noter également, c'est qu'entre 2015 et 2021, le coût moyen d'acquisition lors d'un transfert était de 470 000 $. Le chiffre en tant que tel, et je ne donnerai pas de jugement là-dessus. Ce qui est important, c'est de rappeler que, évidemment, lorsqu'on achète une entreprise, ça vient avec un coût, comparativement à lorsqu'on la démarre, où les coûts vont être souvent plus limités
puisqu'on n'a pas nécessairement de structure, etc. Mais c'est pour donner aussi un espèce de benchmark aux personnes qui sont avec nous. C'est que généralement, on parle de 5 à 10% de mise de fonds pour une transaction. Donc, dans le cas d'un investissement qui approche le demi-million de dollars, c'est-à-dire que les gens mettaient entre 25 et 50 000 dollars de leur poche à peu près pour réussir à lever un financement. Bon, évidemment, c'est une moyenne, donc il y a des entreprises qui coûtent beaucoup plus cher à acheter. Et ça va créer un enjeu, notamment au niveau de l'âge de la reprise, parce que vous doutez que pour amasser le capital nécessaire à une mise de fonds, eh bien, plus le capital nécessaire est important, bien, plus c'est difficile de l'avoir, évidemment, jeune. Et donc, le lien avec ça, c'est l'âge des repreneurs. Puis vous voyez donc pourquoi on en a si peu, en fait, dans la tranche des moins de 30 ans. C'est seulement 5,2% des repreneurs qui étaient dans la vingtaine. Évidemment, le gros se situé entre 30 à 54 et à 55 ans et plus. Donc, certainement, peut-être même des entrepreneurs qui avaient réussi, qui venaient consolider leurs activités ou se diversifier généralement dans leur cas. Celle du milieu est vraiment intéressante. Puis vous voyez le lien évidemment avec le fait d'avoir réussi à accumuler du capital pour être capable d'investir justement dans une entreprise pour la racheter. Ce qui fait qu'on a vraiment le gros des repreneurs, c'est près de 60% entre 30 et 54 ans. Vous voyez la source évidemment de leur tech juste en dessous. Maintenant, en fait, je voulais aller plus dans le détail. Ça représente quoi toutes ces entreprises-là en termes d'emploi, en termes de dollars? Justement, l'Ortec a estimé qu'il y avait 26 milliards d'actifs transférés. C'est majeur. Si vous prenez l'économie du Québec, le produit intérieur brut du Québec actuellement, c'est un peu plus de 400 milliards. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près 5 à 6% de notre économie qui est en train de changer de main juste parce qu'on a justement des transferts d'entreprises. Donc, évidemment, c'est énorme. On ne peut pas se permettre que de nombreuses entreprises ferment ou passent à des intérêts étrangers parce que, évidemment, comme je l'ai dit, ça pourrait impacter profondément dans notre croissance. Et aussi, ça va affecter l'emploi. Parce que vous voyez que c'est énormément d'emplois. On a une population active au Québec d'à peu près 4,5 millions de personnes. Donc, en tout cas, juste les entreprises qui sont visées dans ce 26 milliards-là, ça représentait à peu près 3% de la main-d'œuvre si on fait le calcul rapidement. Donc, chose qui est quand même très intéressante, il y a eu un mouvement assez important, je dirais, dans les dernières années, 10-15 dernières années au Québec, pour vraiment mettre de l'avant l'entrepreneuriat. Alors, les gens voulaient absolument partir une start-up, ils voulaient absolument devenir entrepreneur. C'était quasiment comme un badge d'honneur que de partir une entreprise. Mais on a oublié de rappeler quelque chose d'important, c'est que le repreneuriat est de l'entrepreneuriat. Et il y a deux tendances qui se sont croisées récemment. D'un côté, la baisse des intentions d'entreprendre, ce qui est vraiment, vraiment inquiétant. On l'a vu avec l'indice entrepreneurial du réseau Mentorat qui sort chaque année, qui est vraiment un outil extraordinaire pour comprendre les dynamiques au niveau de l'entrepreneuriat au Québec. Il avait été divisé par 2 l'année passée. Il y a eu un léger rebond cette année. On est quasiment dans la marge d'erreur, ce qui demeure assez inquiétant, c'est-à-dire qu'on part aussi beaucoup moins d'entreprises. Et puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises à reprendre actuellement, ça fait que pour la première fois au Québec, on a eu plus de reprises d'entreprises que de création d'entreprises. Donc, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je vais me dire qu'il va être à moitié plein dans ce cas-là parce qu'au moins, on a repris des business. Par contre, il faudra s'assurer justement qu'on crée une dynamique positive pour que les deux évoluent positivement. Parce qu'il faut savoir que les entreprises, généralement, après 10 ans, 80% disparaissent. Donc, il y a une attrition naturelle des entreprises qui se passe. Et il faut donc constamment être capable d'en créer pour rester à peu près dans ce nombre d'entreprises et d'entrepreneurs au Québec qui dynamisent notre économie. Puis ça, c'est assez inquiétant parce que même Nathalie Riverain a fait une chronique extraordinaire il y a 3 semaines qui est sortie dans la presse pour alerter sur le fait que peut-être, malheureusement, en 2025, le Québec passerait la barrière fatidique des 100 000 entrepreneurs. On aurait moins de 100 000 entrepreneurs au Québec. Comme je l'ai dit, sur une population active de 4,5 millions de personnes, c'est dérisoire. Et ça aussi, ça va être un enjeu donc majeur parce qu'on sait que les entreprises, les startups, c'est vraiment un moteur d'innovation.
Le repreneuriat également est un moteur d'innovation. Souvent, avec le temps, les propriétaires d'entreprise, plus ils sont vieillissants, moins ils investissent pour innover. Donc, il y a aussi une dette technologique à gérer. Et ça, forcément, ça doit être pris en compte. Et c'est pour ça qu'aussi le repreneuriat offre des belles voies d'innovation. Et vous savez, l'entrepreneuriat, c'est aussi innover constamment pour améliorer nos services, pour améliorer nos produits, puis s'assurer qu'on reste compétitif. Alors, l'autre chose qui est aussi très intéressante, c'est que pour parer aussi au manque de relève, il y a plusieurs manières de reprendre. Et ça, c'est vraiment important de le nommer parce que c'est sûr qu'au Québec, on pense beaucoup au transfert familial qui arrive, je vous dirais, dans la majorité des cas. Au Québec, on a d'ailleurs, vous le savez, une économie de PME qui est basée sur des entreprises familiales et c'est toujours une option. Sauf qu'il y a également des rachats qui sont possibles qui sont hybrides. Dans ce temps-là, la famille va soit attacher à l'actionnariat des personnes de l'interne qui ont vraiment des compétences clés ou peut-être des personnes qui ont des compétences clés mais qui proviennent de l'externe parce que la personne de la famille qui reprend la business n'a pas toutes les compétences. Et c'est aussi le cas lorsqu'on est jeune. Et c'est quelque chose qui se passe de plus en plus. Aller justement s'attacher des compétences clés complémentaires pour maximiser les chances de réussite du transfert et donc que l'entreprise soit pérenne. Chose qui est aussi très intéressante, de plus en plus, ça va se passer. C'est-à-dire que le rachat par fiducie employés ou ce qu'on appelle le management buyout, donc le rachat par les cadres, c'est aussi une possibilité. Et je pense que avec ce qui se passe, avec le fait que les cédants soient très dernière minute dans 60% des cas au Québec, ça va être une avenue qui va certainement être amenée à se développer énormément dans les prochains mois, les prochaines années, parce qu'on va avoir des personnes qui connaissent très bien l'entreprise, qui connaissent les clients, les fournisseurs, les processus, qui sont déjà présentes et qui auraient peut-être un intérêt. Donc, j'invite toutes les personnes qui écouteront ce segment vraiment à considérer, aller dire à leurs employés, écoutez, je vais vouloir potentiellement céder ma place. Je suis prêt à le faire de manière intelligente sur une période de temps déterminée pour maximiser les chances de réussite. Si vous avez un intérêt, venez me voir. Je pense qu'il y a une manière très constructive de le faire et même aussi pour les employés d'aller voir le propriétaire pour lui dire lorsque tu seras prêt, sache que j'ai un intérêt. Si vous ne vous manifestez pas, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de chances que ça fonctionne. Et il va falloir vraiment qu'on développe ce réflexe au Québec parce qu'on a une génération qui est sur le point de céder un maximum d'entreprises, qui n'a pas nécessairement cette approche comme on le voit, puisque c'est un des plus gros enjeux. La plupart des gens qui viennent nous voir au Mouvement Jeune Chambre parce qu'ils savent que le repreneuriat est vraiment un de nos chevaux de bataille, ils nous disent je ne sais pas où sont les entreprises à vendre. Il y en a sur des sites privés, il y en a sur l'index du Centre de transfert d'entreprises du Québec, mais il y en a encore trop peu par rapport au volume d'entreprises réelles qui vont être assez dans les prochaines années. Et il faut qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. D'ailleurs, si vous voulez comprendre un peu ce qu'on fait comme fédération, je vous donne un exemple en fait, de demande que le regroupement a fait dans le cadre de mémoires et de consultations prébudgétaires, par exemple, aussi bien auprès du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial, pour parer justement à ce problème de personnes qui cèdent au dernier moment, qui ne veulent pas dire qu'ils veulent céder. Par exemple, créer une exonération sur le gain de capital pendant un nombre d'années déterminé dans le cadre de processus de management buyout. Ça, c'est quelque chose qui pourra entraîner vraiment un transfert bien organisé sur plusieurs années et on aurait vraiment potentiellement une vague de personnes qui auraient un incitatif financier pour le faire et pour s'assurer que nos entreprises ne ferment pas ou ne tombent pas dans les mains d'intérêts étrangers. Vous avez vu que le gouvernement, malheureusement, dans le contexte budgétaire, a pris une tangente diamétralement opposée, mais ça peut vous donner une idée du type de propositions qu'on fait, qui sont souvent appuyées d'ailleurs sur des études économiques menées par des firmes indépendantes. Autre chose, et je l'ai mentionné brièvement, mais plus un entrepreneur attend à la dernière minute quand il est prêt à vendre, plus il augmente les chances d'aboutir à un échec. Vraiment, planifier un transfert, c'est compliqué. Puis, il y a plein d'éléments qui sont extrêmement importants pour maximiser les chances. D'ailleurs, ça sort particulièrement dans cette slide-là. Mais pour maximiser vos chances, faut que vous compreniez à la fois la perspective de la personne qui va vendre son entreprise ou des personnes qui vont vendre leur entreprise et des personnes ou de la personne qui vont les reprendre. Du côté du cédant, il y a plusieurs peurs. Souvent, ils ont une peur qu'ils vont perdre leurs employés, qu'ils vont perdre leurs fournisseurs, qu'ils vont perdre leurs clients en disant qu'ils vont vendre leur entreprise. Ce n'est pas le cas. Puis nous, ce qu'on veut leur dire, c'est qu'en fait, ils pourraient complètement les rassurer en disant
j'ai identifié telle ou telle personne pour reprendre l'entreprise, je suis ravi de te les présenter, moi je reste dans l'entreprise pendant un certain temps, on va assurer la transition, ça va bien se faire. Théoriquement, là, ils vont être assurés, puis ils ne vont pas tous partir. Donc ça, c'est une peur qui est très présente dans le marché et qu'on espère venir casser avec ce type d'intervention. Vous allez voir aussi qu'il y a aussi des enjeux financiers. Un cédant, pour beaucoup d'entre eux, leur retraite, c'est leur entreprise. Et la valeur de vente n'est pas nécessairement la valeur qu'ils estiment que leur entreprise vaut. Donc, ce qu'on appelle la valeur sentimentale de l'entreprise. Et ça, c'est un enjeu, d'accord? Et c'est là où, en fait, le fait d'avoir des intermédiaires, d'avoir des professionnels, d'être bien entouré, va aider énormément. J'y reviendrai. Il y a aussi des enjeux de refus de vision. Lorsque quelqu'un a réussi pendant des dizaines d'années à créer de l'emploi, à générer de la croissance, forcément, avoir quelqu'un qui a une vision peut-être diamétralement opposée peut créer des flammèches, puis parfois entraîner justement l'annulation de la transaction. Puis il faut penser aussi à une manière aussi de se désengager très sérieusement des opérations, de transférer les responsabilités à des dates clés pour s'assurer que lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, il n'y ait pas de zone grise. Et la communication intergénérationnelle, puis on peut le mettre dans les deux côtés, ça c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a beaucoup vraiment de personnes et d'intermédiaires qui vont aider de ce côté-là. Si on parle par exemple de la transaction, les comptables, les fiscalistes, les avocats, évidemment les évaluateurs pour le prix de l'entreprise vont apporter vraiment cette vision de neutralité qui fera que les personnes n'auront pas le choix de faire un bout de chemin et de trouver un terrain d'entente. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis on ne sait pas toujours tout là, en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur. Et donc, ces personnes-là ont une expertise et il faut les solliciter parce que c'est un peu comme les assurances, la payer des professionnels. On pense que ça coûte cher au début, mais ça coûte jamais cher à la fin si on a bien été conseillé et que on vit un transfert qui est un succès. Si on va du côté du repreneur maintenant, qui dit repreneur dit aussi un petit peu plus de jeunesse. Donc, c'est sûr qu'il y a un exercice d'humilité à faire. Je l'ai dit, on ne sait pas toujours tout, puis c'est normal. Et donc, il va falloir faire preuve de cette humilité-là. Je pense que ça fait partie intégrante de l'entrepreneuriat, de toutes les discussions que j'ai à force de visiter des entreprises à travers tout le Québec. Ce qui m'a souvent le plus frappé chez les entrepreneurs qui réussissent, c'est l'humilité dont ils font preuve. Ils savent qu'ils ne savent pas tout, ils vont s'entourer des bonnes personnes, puis ils prennent des décisions en connaissance de cause. Je parlais justement de la valeur de l'entreprise. Le cédant veut vendre au plus haut prix, le repreneur veut acheter au plus bas prix. Là encore, comme je l'ai dit, c'est les professionnels qui vont être un peu l'arbitre à ce niveau-là. Aussi, plus on est jeune, forcément, on n'a pas nécessairement toutes les compétences. Il y en a à acquérir. Donc, est-ce que ça va impacter le fait qu'on fasse rentrer des personnes dans l'actionnariat ou pas? Quelles compétences on peut aller chercher? Quel mentorat peut-être on a besoin d'aller chercher également? C'est super important. Il faut voir aussi, je vais parler du financement tantôt, il est possible parfois de financer un rachat d'entreprise qu'on pense difficile ou qu'on pense même impossible. Le nombre d'histoires où j'ai entendu où à la fois le cédant ont été créatifs pour aller chercher du financement, pour peut-être introduire une balance de vente dans la transaction, etc. Faut savoir que, je l'ai dit, plus on est jeune, plus c'est difficile généralement d'avoir la mise de fonds puis de trouver le financement. Cette ouverture du côté du cédant, généralement, être un peu créatif dans le financement aide énormément. Puis c'est sûr qu'il y a une part de risque supplémentaire qui peut peser dans ce cas-là sur la personne qui transfère l'entreprise. En revanche, il y a plein de possibilités. Donc, parlez avec vos directeurs de compte, parlez avec des fonds d'investissement, parlez avec des spécialistes là-dedans. Ce n'est pas parce que le prix vous paraît insurmontable qu'il l'est effectivement. Et ça, c'est un message qui est trop souvent peu mis de l'avant. Évidemment, je parlais de la planification. Donc, être bien entouré pour le plan de transfert, les responsabilités, la durée, etc., etc., etc. Et un point dont on parle très peu, mais qui est très, très important, je l'ai mentionné très brièvement tantôt, mais c'est que c'est prouvé, plus on approche de la retraite, moins on va prendre de risques. En investissant continuellement dans l'organisation, dans l'entreprise, en se lançant dans des grands chantiers d'innovation, de réorganisation, par exemple, si on est une usine ou ce genre de choses. Et ça vient avec donc une dette technologique. Et donc, la gestion de l'actif technologique doit être partie intégrante
du plan de transfert et aussi du prix de vente, parce que ça va impacter le prix de vente. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la cohorte qu'a lancé le regroupement des jeunes chambres de commerce récemment, qui s'appelle d'employés à repreneurs, on a introduit sur les 5 modules, donc on avait opération, commercialisation, planification, financement, on a introduit un module de gestion de l'actif technologique, parce qu'aussi au Québec, on a un problème de productivité, on a un retard technologique qui fait que ça affecte notre production horaire. Puis je vous donne juste une statistique frappante dans le domaine industriel, par exemple. Lorsqu'on produit une centaine d'unités au Québec, on en produit 228 au Danemark. Donc vous voyez qu'on a du travail à faire, et ça, forcément, ça va venir également avec des investissements. Donc, c'est-à-dire que le prix que vous allez payer pour l'entreprise, là, vous achetez une maison, mais il y a des réparations à faire, et il faut aussi être capable de le budgéter, de le prévoir pour s'assurer qu'on n'est pas déclassé, qu'on reste compétitif. Donc, voilà un petit peu pour ce que j'avais à partager. S'il y a des questions, je serais ravi de les prendre. Mais pour aller plus loin, je vous donne quelques exemples d'organismes qui vraiment se penchent sur le repreneuriat au Québec. D'ailleurs, l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui est un de nos partenaires également, qui fait un travail remarquable avec leur programme Propulsion Repreneurship de duo cédant-repreneur. Les tournées que fait le HCQ, le 5 février, on sera d'ailleurs à Saint-Hyacinthe en Montérégie. J'avais le plaisir, il y a un mois, d'être en Abitibi pour la même thématique. Également le 30 janvier à Victoriaville, donc dans le centre du Québec. Bref, ça bouge du côté du repreneuriat au Québec. Et j'espère qu'ensemble, on réussira à relever les défis du repreneuriat. Donc, merci beaucoup, Pierre Graff. On voit avec la thématique qui a été abordée aujourd'hui que c'est vraiment un enjeu de société. C'est plus qu'un groupe d'entrepreneurs. Ça touche énormément de personnes au Québec. On parle de performance au niveau des entreprises, de réalisation, d'accroissement, de développement de potentiel, développement au niveau du leadership aussi. Donc, ça touche plusieurs aspects et c'est vital pour l'économie québécoise, puis c'est vital pour notre société également. Donc, un immense merci, Pierre Graff, pour ta présence, pour le partage également. Pour les personnes qui veulent avoir accès à la présentation de Pierre tout au long du webinaire, vous avez vu le petit code QR à l'écran sur lequel vous êtes en mesure de pouvoir venir chercher la présentation de Pierre. Pour les personnes qui veulent revoir la diffusion du webinaire aujourd'hui, en allant sur la page web du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du repreneuriat, juste en dessous de la photo de Pierre, vous cliquez sur la date et vous allez avoir accès à la rediffusion. Rediffusion qui va être disponible jusqu'au 30 novembre prochain pour l'ensemble des conférences qui ont eu lieu durant ce sommet. Donc, encore une fois, merci Pierre, merci à vous d'être présent jour après jour, de participer, de partager sur les réseaux sociaux vos commentaires et on vous invite pour une prochaine édition, donc un prochain webinaire demain avec Michel Salmon, qui est conseiller en ressources humaines et qui vient de nous parler de leadership durable. Donc, à très bientôt et merci tout le monde.